Donc, poursuivons avec cette deuxième partie de cet exercice euh, du problème 66 de Field. Donc, ce qu'on avait trouvé jusqu'à maintenant avec les premiers specs là, de proton, carbone, même fluor et le HSQC COSI. Donc, on a trouvé les morceaux suivants. Hein. À gauche, là, on a donc celui-là ici, donc avec le cycle aromatique un fluor. On avait trouvé qu'on avait un deuxième cycle aromatique. On avait ça ici, puis on avait ça. On se doutait que ça semblait dans un cycle à cause des couplages là, qui semblent un peu spécial. Donc, on se retrouve avec il y a le carbonyle qu'on n'a pas placé, parce qu'on le voit en carbone. On voit le OH, parce qu'on nous l'a indiqué en infrarouge, mais on l'a vu aussi en proton. L'azote et le chlore à cause de la formule brute. Et il manque aussi un carbone. Ici, on a 6 carbones, ici 6, donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ici, donc il en manque un. C'est le 11 qu'on n'a pas placé, donc si on regarde dans notre liste qu'on avait, qui est qu'un carbone quaternaire. Donc, on a quand même assez avancé, donc continuons avec ça, en visitant maintenant l'HMBC. Donc, dans l'HMBC, on a, bon, il y a ma face qui cache un petit peu, là, mais il y a deux pics ici qui sont en ligne avec ces lignes-là, justement. Donc, je regarde le C1 en premier. Donc, les agrandissements, on va les regarder par la suite. Donc, je vais regarder le 1 qui n'est pas dans l'agrandissement et le 11 aussi qui est en partie dans l'agrandissement, mais pas dans l'agrandissement. Donc, de toute façon, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. Je les fais comme ça simplement parce que les agrandissements vont venir par la suite. OK. Donc, si je regarde le carbone 1, donc le carbone 1, on le sait que c'est notre carbonyle, donc qui voit le HA ici, qui voit donc juste ici, là, il voit le HF et en dessous de ma face, qu'on ne peut pas voir, mais la ligne le suit, c'est le HJ. Donc HA, HF et HJ. Ils sont où ceux-là? Donc je vous rappelle les morceaux qu'on vient juste de discuter dans le fond. Donc on a ce morceau-là ici, et on a ce morceau-là dans lequel on a le HA, et ce morceau-là dans lequel on a le F et le J. Donc le F et le J voient le carbonyle, et le A aussi voit le carbonyle. Donc lui, il a une seule valence. Et lui, bon, il y en a deux, mais il voit le F et le J. Et comme par hasard, tout à l'heure, on avait dit que le 15F, à cause de son, le F, pardon, à cause de son déplacement chimique, là, qui est à peu près à 3, il y a quelque chose qui tire les électrons. Ben, coudon, un carbonyle, c'est pas pire, hein, pour tirer les électrons. Donc, c'est probablement que ces deux morceaux-là sont ensemble. Donc, on met le carbonyle entre les deux, ce qui fait que maintenant, lui peut voir le A et peut voir aussi F et J. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il voit le A, mais il ne voit pas le D. Si on descend ici, on ne voit pas le D, alors que le 1 devrait voir le D. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier vidéo, je vous ai mentionné que je n'étais pas certain si on ne devait pas intervertir le 7 et le 10 là, à cause des couplages, surtout le couplage du 10, là, le couplage au fluor qui semblait plus important que celui du 7. Donc, c'est tentant, hein? Donc, c'est ce que je l'indique là. Donc, si je les intervertis, ben, c'est beaucoup mieux d'ailleurs, parce que le 1, maintenant, il voit le A via une J1, 2, 3. Donc, c'est normal qu'on le voit en HMBC. Il voit le F via une J1, 2, et il voit le F, oui, et il voit le J via une J d'une constante de couplage de 1, 2 et 3. Donc, c'est parfait. Donc, c'est probablement plus ça qu'on a comme assignation. Ça ne change pas la structure ici, mais ça change l'assignation. OK, donc on a un petit bout de molécule avec une valence ici, avec quelque chose qui tire un peu les électrons, parce que entre ces deux-là, on sait qu'ils sont pas ils sont quand même à H et J, là, ils sont à 2,5 à peu près. Donc on continue. Avec le 11, comme je vous l'ai dit, on va retourner aux agrandissements par la suite. Donc le 11, qu'est-ce qu'il voit? Le 11, il voit le B, il voit le G et il voit aussi le L. OK, donc on se rappelle de ça, donc je ramène encore les dessins qu'on a déjà vus, ça et ça. Donc le 11, qui est un carbone quaternaire, voit le B. OK? Et il voit aussi G et L. Ah ben, Colin de Bin. Il voit ces deux-là. Bon, s'il était là, ben le L serait beaucoup trop loin. Et s'il était là, ben le G serait beaucoup trop loin. Par contre, j'ai mis des pointillés ici, parce que je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux. Ah, c'est sûr que si j'avais mon 11 ici, entre les deux, ben le G serait pas trop loin, puis le L non plus. Et il voit le B. Donc, conséquemment, il doit être un peu entre les deux. Et je vous rappelle que le 11, si on regarde en carbone, évidemment en carbone, c'est un carbone quaternaire, donc il n'y a pas de signal à proton, il sort à 70 ppm. 70 ppm pour un carbone quaternaire. Donc, c'est qu'il y a certainement un oxygène à côté. Et on a juste un carbonyle, mais l'oxygène n'a plus de valence dans un carbonyle. Donc, le seul autre oxygène qu'on a, c'est le OH. Conséquemment, je me permets de dessiner le dessin suivant où j'ai
le carbone 11 qui voit, le B. Il est certainement lié au H parce qu'il est à 70 ppm. Et il semble voir le G et le L. Donc le pointillé, là, je le sépare en deux maintenant, il doit être probablement entre les deux. Bon, pas certain, là, mais c'est ce qu'on a comme information. On tournera de base s'il faut. OK. Donc, jusqu'à présent, on a ça et ça. C'est les deux morceaux qu'on vient de dessiner. Jusqu'à date, on a 21 carbones dans ces deux morceaux-là. C'est parfait. On a 23 H. C'est parfait. On a un F. C'est parfait. Et on a 2 O. C'est parfait. Donc, il ne nous reste pas grand-chose, en fait. Il nous reste un N, un Cl. C'est tout au niveau des atomes. Mais il nous manque une insaturation. Je vous rappelle, on avait 10 insaturations. Ici, on en a 4. Ici, on en a 4. Et ici, on en a une. Donc, il nous en manque une. Donc, il y a un cycle à former. Ici, il y a juste une valence. Ici, il y a juste une valence. Ça doit être dans ce coin-là qu'on doit faire le cycle. Donc, on continue quand même. On devrait être en mesure d'avancer. Donc, si je regarde un des deux agrandissements, je regarde le C16 ici, il voit le F et le HJ. Bon, je ne sais pas lequel, mais c'est sûr que le 16 ici voit le F et il voit le H ou le I. Ah ben oui, ça a du bien du bon sens. Le 15 maintenant, il voit le HJ et il voit le HI, j'ai dit HJ, HI, et il voit le J. Donc le 15, il voit le J et il voit le H ou le I. Ben oui. 13-14, j'y reviens dans 2 secondes. Donc, c'est pas important. L'ordre, c'est juste que je trouvais c'est plus facile à présenter de cette façon-là. Donc, je vais avec le 12. Le 12, il voit le F et le J. Le 12, il voit le F et le J. Oui. Mais j'hésite entre 12 et 13 ici. On ne le sait pas parce que on le sait que c'est le H et le I qui est là, mais ils sortent ensemble. Sauf que si je regarde le 13, donc le 12 voit bien le F et le J, vous êtes d'accord? Une grosse partie là, mais le 13, il ne voit pas du tout le F, il ne voit pas du tout le J. Donc le 13, ça ne doit pas être lui, parce qu'il était là, il verrait le J et le F. D'ailleurs, le 12 les voit. Ah, ben Colin Dabine. Donc, même si les H, les hydrogènes, dans le fond, ne permettaient pas de discerner les deux, ben, le HMBC permet de nous le faire. Conséquemment, je me permets de dire que maintenant, c'est certainement le 12H qui est là. Et dans ma structure précédente, parce que j'hésitais entre deux, l'autre aussi, j'avais marqué 12H ou 13I, parce que je ne savais pas lequel était lequel. Donc, conséquemment, celui que j'hésitais, j'avais marqué 12H, 13I, devient maintenant directement 13I, puisque ça ne peut pas être à deux places. OK. Donc, j'ai avancé dans mon assignation. Pas dans ma structure, par contre, dans ce cas-là, mais j'ai avancé dans mon assignation. OK. Donc, le C11, maintenant, il y a un spot ici à HG, et bon, malheureusement, en dessous de ma face, on ne le voit pas, là, mais il y a un autre spot ici à HL. Donc, le C11, il voit HL, et il voit aussi HG. Ah, oui. Mais il ne voit pas HE. C'est un peu bizarre, vous me direz, oh, mais c'est un OH. Oui, sauf que le 14, il le voit. Donc, c'est possible de le voir. Est-ce qu'il ne le voit pas parce qu'il n'est pas là? Parce qu'il n'est pas à cette position-là? Peut-être, mais je dirais qu'en tout cas, à date, on a pas mal les signaux que c'est ça. Ce que je pense qui arrive, c'est que le C11 est très faible. Et les couplages avec les OH sont généralement faibles. Le 14 ici est assez intense pour qu'on puisse voir ce couplage-là. Si on avait coupé le spectre un peu plus bas, si on veut, dans l'intensité, ou plutôt qu'être en hauteur en intensité, dans le pointu des pics, là, parce qu'on est en 3 dimensions, dans le fond, dans ce spectre 2D. On est en 3 dimensions dans ce spectre 2D, l'amplitude. Donc, si on avait coupé plus bas que ça, on aurait peut-être vu apparaître un spot ici, parce qu'il doit être petit, peut-être. C'est peut-être juste ça qui arrive. OK. Donc, ben là, il voit HG et HL, ils ne doivent pas être très loin. Donc, je considère qu'ils sont directement liés. Parce qu'on n'a pas d'autre carbone à mettre de toute façon dans une structure. On ne peut pas placer, on n'a pas d'autre carbone quaternaire, ou il faudrait qu'il soit quaternaire parce qu'il n'est pas couplé avec d'autres choses. En tout cas, c'est probablement ça. On verra si on se trompe, mais ça doit être ça. Bon, je reviens à C14 et C13. Donc, C14, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la HE. Et à peu près rien d'autre. Hein, il voit la HE. Ah ben oui, il voit la HE. 1, 2, 3. La HE est ici. Là. Oups, je l'avais indiqué là, je ne l'ai pas indiqué ici. Bon, le C13, lui, il ne le voit pas. Le C13, il voit HH ou HI, et il voit HK. Le 13, donc, ouais, ça dépend lequel est lequel. Et il voit aussi HK. Ben, ça pourrait être loin. Peut-être pas trop loin s'il était relié à ce bas-là. On sait qu'on doit faire un cycle. Donc, on se regarde pour ça. Ce qui est un peu gênant, effectivement, c'est que le C13 ne voit pas la HE.
Il devrait peut-être le voir s'il est à la même distance. Donc, il y a quelque chose là. Bon, comme je vous disais, l'intensité, mais le 13 est quand même assez intense. Sauf qu'il y a deux signaux là-dedans. Ah, d'accord. On continue. OK, donc jusqu'à présent, on a tout ça. J'ai juste resserré ça ici, dans le fond. J'ai mis des pointillés, j'ai mon azote et le. Donc, je reviens à mon idée qu'il faut absolument que j'aie un autre cycle. Parce qu'il me manque une insaturation. Donc, il faut qu'avec cette portion-là, il faut que je fasse un cycle. Pourquoi je dis avec cette portion-là? Ici, j'ai un seul valence, je ne peux pas faire un cycle. Ici, j'ai une seule valence, je ne peux pas faire un cycle. Et ici, j'ai une seule valence, je ne peux pas faire un cycle. L'azote a trois valences, donc je pourrais faire un cycle, mais il ne peut pas faire un cycle tout seul, puis il ne peut pas faire un cycle avec quelque chose qui a juste une valence non plus. Non, il ne peut pas faire de cycle si les autres ont juste une valence. Donc, la seule chose avec laquelle il peut faire des valences, ça serait ici. Bon, peut-être qu'il serait juste pas dans un cycle, l'azote. Je ne verrai pas trop comment parce que peut-être qu'il nous manquerait des valences. Mais considérons pour l'instant qu'on va faire un cycle de façon la plus simple, c'est-à-dire on a deux petits bouts, on va les mettre ensemble. Mettons les deux bouts ensemble. Ça ferait un cycle à 5. C'est pas complètement fou, un cycle à 5. Ça a du bon sens. Par contre, le déplacement chimique de Hg et le déplacement chimique de Hi sont à 2,7 et 2,4. Donc, il ne serait pas dans un cycle saturé. Ça ne marche pas. Il serait en bas de 2. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tire les électrons à côté. Ça ne marche pas. En plus, il y aurait de la symétrie. Hein. Parce qu'ici, on aurait une symétrie entre les deux. Donc, ceux-là seraient équivalents à ceux-là. Donc, on n'aurait peut-être pas ce pattern-là. OK. Mais si on veut qu'il y ait un déplacement chimique, il faudrait mettre quelque chose qui tire les électrons. Mais il faudrait que je continue d'avoir un cycle. Parce que je vous dis que ça me prend un cycle. Donc, je ne peux pas prendre ça et le mettre ici. Ça ne marchera pas si j'ai juste une valence. Si je le prends directement comme ça. Le clair, je ne peux pas le mettre. Je ne peux pas mettre ce bout-là non plus à ce bout-là. Le faire rentrer là, il y a juste une valence. Par contre, l'azote a plusieurs valences. Si je le rentre dans le cycle, ça va marcher. Et ça déplacerait Hg et Hi. Y a-t-il d'autres solutions? Non, parce que les autres ont juste une valence. Donc, il y a juste l'azote que je peux aller mettre là. Ah, OK. Je le mets où? Ben, on pourrait peut-être le trouver en faisant une analyse fine dès le départ, mais allons-y plutôt de façon, entre guillemets, statistique. C'est-à-dire que je le mets, donc ça ici, je mets mon azote, je le rentre là-dedans, mais à différents endroits. Je me permets même de briser des liaisons ici pour le mettre où je veux. Donc, en fait, j'ai juste trois possibilités. Donc, par rapport à mon cycle ici, donc, j'ai mon carbone 11 qui est ici, j'ai le OH, et là, je mets l'azote quelque part dans ces quatre carbones-là. Je le mets directement là, je le mets un peu plus loin, ou je le mets au bout. Puis évidemment, si je le mets là ou là, ça va être la même chose que les avoir mis là, parce qu'on voit qu'il y a une symétrie. Et ça, c'est simplement les carbones là, qui étaient dans mon signal de départ, qui vont se retrouver quelque part dans mon cycle. OK. Donc, est-ce que je suis obligé de considérer les trois? Ben, celui à gauche, c'est un hémiaminal. Hein? Donc, un hémiacétal, on aurait un oxygène ici qui n'est pas très stable. Les hémiaminales ne sont pas très stables. Bon, évidemment, il manque une valence ici, mais c'était juste pour noter la position de l'azote. J'aurais peut-être dû faire attention à ma valence, mais ce n'était pas ça ma priorité ici. Je ne sais pas s'il y a des hémiaminales qui sont stables. Peut-être chez les sucres, mais pas, c'est vraiment pas très stable. Ça serait vraiment peu probable. Donc, je le mettrai de côté. On y reviendra s'il faut, puis si on ne trouve pas de structure à la fin, mais franchement, c'est vraiment pas très stable. Donc, dans le deuxième cas, ben, si je regarde ça, donc j'ai différents signaux, ce que j'indique ici, c'est que j'aurais ça ici. Donc, j'aurais un CH2 qui n'aurait pas de voisin ici, parce qu'il n'y a pas d'ANH, parce qu'on l'aurait vu dans l'infrarouge, et on l'aurait vu dans la Raman, il y aurait eu deux signaux OH, deux H labiles. On en a juste un, c'est celui-là. Et ici, c'est un carbone quaternaire. Donc, ces deux hydrogènes-là sont isolés. Vous me direz, ça va donner un singulet. Non, parce qu'on a un carbone chiral à côté. Conséquemment, ils vont être diastéréotopiques. S'ils sont diastéréotopiques, ça veut dire qu'ils sont différents. Donc, un va être couplé avec l'autre et l'autre va être couplé avec l'un. Et ça va nous donner un pattern qui va ressembler à ça. Hein? Ils se regardent les deux, comme ils sont proches, il y a les pics du centre qui remontent un peu, et ça nous donne standard. On devrait avoir ça dans notre spec, on n'en a pas. Hein? On pourrait revisiter les specs, mais on les a vus ensemble dans le premier vidéo en masse, je pense. Il n'y en a pas. Donc, on n'a pas ça. Conséquemment, ça doit être l'autre, qui est le plus probable, celui-là. C'est le plus probable. Ça marche-tu? Si on dit que c'est ça notre affaire, est-ce que ça marche? On va aller voir. Donc,
Si c'est ça qu'on a, là ici j'ai ajouté ma balance pour que ce soit plus clair, plus précis si on veut. Et je vous ai mis ici les morceaux qui nous restent. Hein. On a ça, puis ça c'est les morceaux qui nous restent pour compléter notre structure. Donc on a quelque chose de symétrique. Hein. Parce que foncièrement, là je les ai dessinés comme ça, mais foncièrement il y en a le OH est en haut, puis ça par en bas. Ou l'inverse, mais de toute façon c'est symétrique. Parce qu'on a un tétraèdre ici. Donc, conséquemment, le OH puis les trucs sont dans le même plan que ça ici. Donc, ça, c'est complètement symétrique. Donc, ça, c'est la même chose que ça. Et ça, c'est la même chose que ça. Mais tantôt, on avait vu que c'était des signaux différents. Mais attention, c'est un cycle à 6. C'est symétrique. Donc, il faut dessiner une chaise. Dessinons la chaise. Si je dessine la chaise, donc j'ai mon azote avec mes paires de CH2 qui sont là. Et j'ai mon carbone 11 qui est celui-là, ici avec l'OH et l'aril. Bon, évidemment, de façon arbitraire, je mets l'OH dans cette position-là et le AR dans cette position-là. C'est hypothétique, mais bon, de toute façon, ça doit pouvoir peut-être flipper cette affaire-là. Probablement pas. Si on a un groupement aril dans cette position-là, il ne doit pas beaucoup aimer ça, un gros groupement en plus. Il ne doit pas beaucoup aimer ça en position axiale. Donc, il doit probablement rester en position équatoriale. Je ne suis pas certain, mais ça ne doit certainement pas flipper facilement. D'ailleurs, le spec RMN nous montre que ça ne flippe pas très facilement. Pourquoi je dis ça? Ben, commençons d'abord par analyser à quoi on devrait s'attendre comme spectre. Les H que j'ai marqués en rouge ici, ils sont chimiquement équivalents. Il y a un plan de symétrie qui passe entre l'azote et le carbone 11, là, dans le fond. Et de part et d'autre du cycle, c'est la même chose. On le voit mieux ici, évidemment. Là. Ça et ça, c'est la même chose, mais même quand on le regarde de côté, on voit que ces deux drogues sont en position axiale et qui sont de façon symétrique. Les bleus sont équivalents, puisqu'ils sont à la même position, à la même distance de l'azote, la même distance de ça, et tous les deux sont en position équatoriale. Les gras en équatoriale sont équivalents, et les H, qui sont pas en gras tout simplement, en noir, vont être aussi équivalents. OK. Donc, revisitons les specs avec cette nouvelle perspective-là. Donc, notre spec proton, c'est celui-là ici qu'on avait. OK, bien, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans notre cycle, on avait, donc, ils sont ici, donc on avait 13' G. Donc, 13' G, c'est G, donc, le carbone, je regarde juste les protons. Donc, G. G, il y a une seule grande constante de couplage. Pourquoi je dis une seule grande constante de couplage? Ben oui, s'il y avait deux grandes constantes de couplage, ça serait un triplet, ou en tout cas, ça aurait l'air d'un triplet. Parce qu'il y a deux grandes. Là, il y a une grande constante de couplage, puis il y en a des tout petites qui divisent mon doublet en des plus petites constantes de couplage. Donc, il y a une seule grande constante de couplage. Le déplacement chimique est élevé à 2,7. Le I, donc qui est l'autre là, qui apparaît, le I qui est quelque part là-dedans, qui apparaît à 2,4. Bon, la multiplicité, je ne le sais pas, là, parce qu'il est mélangé avec un autre signal qui doit être H. Le K ici, qui est clairement un triplet qui est dédoublé par des petits pics, donc une petite constante de couplage, mais il y a deux grandes constantes de couplage qui en feraient un large triplet, si on veut, et il y a une petite constante de couplage qui divise chacun de ces pics-là en doublets. Donc un triplet doublé. Mais il y a deux grandes constantes de couplage, déplacement chimique relativement faible, et elle, une seule grande constante de couplage, ça a l'air d'un doublet finalement, et petite valeur. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça nous dit que ici, le déplacement chimique est élevé. D'ailleurs, on a ces deux-là qui sont en haut de 2 et ces deux-là qui sont en bas de 2. On a l'azote ici. Donc, ce qui est près de l'azote devrait être plus déblindé. Et ce qui est plus loin de l'azote devrait être plus blindé, finalement. Donc, plus près de l'azote, on devrait s'attendre à ce que ça soit quelque part ceux-là. Et il y a une seule grande constante de couplage, puisque ça a l'air plutôt d'un doublet. Donc, ça doit être celui qui est en équatorial. Si c'était celui en axial, donc il serait, vu que lui est différent, il serait couplé avec lui via un couplage géminal, donc une grande constante de couplage. Et il serait aussi couplé avec lui avec une grande constante de couplage, parce que la règle de K+ nous dit qu'à 180 degrés, comme ça, hein, ça serait une grande constante de couplage. Par contre, en équatorial, il y a juste le géminal qui va être une grande constante de couplage, et toutes les autres vont être petites. Ce qui fait que notre doublet, donc un grand doublet, et après ça, les petites constantes de couplage, ben, vont élargir un peu notre doublet. Donc ça nous dit que ça, G, ça serait ces deux-là. On avait un CH2, en fait, on voyait une intégration de 2, mais ce n'était pas un CH2, c'était deux fois des CH qui étaient symétriques. Maintenant, le I, le déplacement chimique encore relativement élevé, donc ça doit être encore celui qui est près de l'azote. Et j'ai marqué ici,
et déplacement chimique plus bas que l'équatorial. En général, lorsque les deux hydrogènes sont très semblables sur un même carbone, l'équatorial est toujours plus déblindé. Je pense qu'on l'a déjà mentionné dans le cadre du cours avancé qu'on a à la maîtrise sur la spectroscopie, dans le cadre de ce cours que vous êtes en train de faire probablement. OK, donc les équatoriaux sont plus déblindés. De toute façon, on avait assigné lui à l'équatorial, donc l'autre se revient en axial. Maintenant, je continue avec lui ici. Donc, ça doit être ceux qui sont plus loin de l'azote, donc sont moins déblindés. Et lui, il y a deux grandes constantes de couplage, c'est le fameux triplet. Donc, deux grandes constantes de couplage, il faut qu'il soit en axial. Parce qu'une grande avec lui et une deuxième grande avec lui. Donc, on les assigne à lui. Et évidemment, il nous reste juste HL à la fin, et qui est, dans ce cas-là, sur l'équatorial. Là, vous me direz, oh, ben, ça ne marche pas ton truc. Tantôt, tu nous as dit que les équatoriales étaient plus déblindés. Là, ils sont plus blindés. Oui, sauf qu'ici, ils ne sont peut-être pas équivalents parce qu'il y a des OH. D'un côté, il y a un OH, de l'autre bord, il y a un aromatique. Il peut y avoir de l'anisotropie magnétique. Donc, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Dans ce cas-là, on a un azote qui doit être direct entre les deux parce qu'il n'y a pas de groupement qui est vraiment par-dessus ou par en dessous. Je l'ai marqué par-dessus, mais l'azote, ça doit pointer dans à peu près cette direction-là. Donc, c'est pas. Donc ça va quand même assez bien notre affaire. On a assigné ça. Donc, j'ai mis maintenant les numéros, les 13 là, qui assignaient à ces lettres-là, soit vu par-dessus ou directement dans le cycle. Ici, j'ai noté ce que j'ai déjà noté. Voilà pourquoi on avait deux signaux identiques pour C13 et C14. On avait juste un pic pour C13 et on avait juste un pic pour C14. Mais ça correspondait à deux carbones. Ben oui, parce que c'était symétrique. Donc maintenant, au bout de ce groupement RL-là, donc je fais le même dessin, mais j'ajoute mon morceau ici, avec 9B et 8C. On avait déjà. Et je vous rappelle les deux morceaux qu'on n'avait pas placés, c'était ceux-là. Donc j'ai une valence là, j'ai une valence là, j'ai une valence là, et le classe, j'ai une valence. Ouais. Ben, j'ai juste deux possibilités. Soit que je mets celui-là ici au bout là, ça me donne ça, ou, donc conséquemment, le chlore arrive à l'autre place, et soit que je mets ça à ce bout-là, puis je mets le chlore à l'autre place. Voilà. OK. Bon. Je regarde ça. J'ai deux possibilités. Comment les discerner? Ce qui serait le fun, si je pouvais les discerner, ce serait si j'avais le 12 ici, vous voyez, j'ai 12H. Si je pouvais voir il était couplé à quel carbone quaternaire, ou s'il était couplé avec C, par exemple, ça me permettrait de dire, ah ben là, si il était couplé avec C, c'est sûr qu'il n'est pas à cet endroit-là. Donc je pourrais conclure. Le problème que j'ai, c'est que le C et le D, donc lui, le C est mêlé avec un autre, donc je ne suis pas capable de dire quand je vois le H s'il n'est pas couplé avec C, D ou d'autres choses. Et le H est mêlé avec le I. Lui non plus, je ne suis pas certain si c'est lui ou c'est le I qui est couplé. Donc à chaque fois, je ne suis pas certain. Donc, je ne peux pas le dire malheureusement. Ça m'aurait pris peut-être un autre spec, mais je ne l'ai pas d'autre spec. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, il va me rester les déplacements chimiques, j'en ai pas parlé. Mais si je regarde les déplacements chimiques de 12H, ici il va être lié à un carbone, à un cycle aromatique. Ici il va être un azote, ça ne doit pas donner la même chose. Donc, regardons justement, faisons les calculs théoriques. Je prends Chemdra directement. En noir, c'est ce qu'on a obtenu dans les specs, et en bleu, c'est ce qui a été obtenu par Chemdra. Donc, si c'était ça la structure, donc on aurait selon Chemdra, c'est 2,46 et 60 ppm. Expérimentalement, ce qu'on obtient, c'est 2,45 et 58. C'est proche en motadus. Et s'il était ici, lié au cycle aromatique, j'aurais 2,62 et 35. Et je vous rappelle les valeurs, c'est 2,45 et 58 que j'ai remis ici. Lui, il n'est pas trop loin, mais lui, franchement, il est loin. Donc, ça semble correspondre beaucoup plus à la réalité. C'est pas très surprenant dans le sens où je ne m'attendrais pas à ce que ça, j'ai fait ma maîtrise, j'ai fait mon doctorat sur les composés azotés flanqués de chlore. Je peux vous dire qu'on ne peut pas niaiser plus que quelques minutes avant qu'il se débobine. Donc, ça serait surprenant que ce composé-là, il n'est pas très stable. Mais bon, donc, tout confirme pour aller de ce côté-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça c'est incertain. Je suis pas mal sûr, par contre, que le petit groupement OH doit être à cette position-là, puis le gros groupement à cette position-là, mais on n'est pas certain. Donc voilà ce qu'on peut conclure. Donc la structure, c'est celle-ci, avec peut-être une incertitude, et on n'a pas pu tout assigner parce que ceux-là ici, je n'ai pas pu les assigner, parce que les carbones quaternaires, il faut que je puisse le discerner avec le C ici, même chose ici, et il est mêlé avec le D. Donc je peux pas, puis le D est là. Je
Je ne peux pas dire lui s'il est là ou là, je peux pas, donc je ne suis pas capable de discerner. Mais c'est pas très grave parce que j'ai quand même fait un bon travail d'assignation et en plus j'ai trouvé toute la structure. Donc je pense que ça complète le tout. À la fin, il y avait un dernier spec qui est un spec de HMBC, un peu plus de détails, mais qui donnait pas plus d'informations sur la structure. Donc voilà, ce problème pouvait donc être résolu grâce à ces spectres-là. Voilà.